Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mardi 27 août. L'Iran pose ses conditions pour renouer le dialogue avec la Maison-Blanche sur son programme nucléaire. Téhéran exige une levée des sanctions américaines avant de revenir à la table des négociations. Jair Bolsonaro dit non à l'aide proposée par le G7 pour lutter contre les incendies qui dévastent l'Amazonie. Les autorités brésiliennes assurent que les feux sont désormais sous contrôle. Toujours pas de sortie de crise en Italie. Les négociations patinent entre le mouvement 5 étoiles et le centre-gauche après l'explosion de la coalition liée à l'extrême droite. Et puis un nouveau cosmonaute a rejoint la Station spatiale internationale. Le robot Fyodor passera ainsi une dizaine de jours à bord pour y mener des opérations. L'Iran et les États-Unis pourraient bientôt renouer le dialogue après des mois de tension. Donald Trump s'est dit ouvert à une prochaine rencontre avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Mais la République islamique a d'ores et déjà posé ses conditions pour reprendre les discussions sur le volet du nucléaire. Alors que Donald Trump a estimé à l'issue du G7 qu'une rencontre avec le président iranien pouvait être réaliste, le principal intéressé a posé ses conditions, affirmant que la clé d'un changement était entre les mains de Washington. Selon le président iranien, les États-Unis doivent faire le premier pas. Sans cette étape, le verrou ne sera pas débloqué. La première étape est de retirer les sanctions. Vous devez retirer toutes les sanctions illégales, injustes et erronées contre la nation iranienne. Dans son discours, Hassan Rouhani a également affirmé que l'Iran n'envisageait pas de se doter de l'arme atomique. De son côté, Donald Trump estime que les circonstances doivent être réunies pour une rencontre. Je ne connais pas M. Rouhani, je pense le connaître un peu en observant ce qu'il s'est passé au cours des dernières années. Je vais vous dire une chose, c'est un excellent négociateur. Je pense qu'il va vouloir nous rencontrer. Je pense que l'Iran veut trouver une solution. Le président Trump et son homologue iranien doivent se rendre à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre, ce qui pourrait constituer une étape pour les pourparlers envisagés entre les deux hommes. Il est souvent comparé à Donald Trump pour ses dérapages et son goût pour les bras de fer diplomatiques. Pour Jair Bolsonaro, pas question d'accepter l'aide internationale pour lutter contre les incendies en Amazonie. Le président brésilien demande à son homologue français de retirer ses insultes avant de se pencher sur la question. Romain Mazno. Nouvelle étape dans la crise entre Brasilia et Paris. Le président brésilien Jair Bolsonaro exige désormais qu'Emmanuel Macron retire ce qu'il appelle des insultes. Il se dit prêt ensuite à discuter d'une éventuelle aide du G7 pour lutter contre les incendies. Le président français avait dit regretter que son homologue brésilien ait menti sur ses engagements environnementaux. Emmanuel Macron a rappelé lundi soir la proposition du G7. Économique en étant respectueux. C'est là que ce matin, nous avons lancé, et ça c'est une vraie avancée liée à ce G7 et qui a été permise par tout le monde, en particulier le président chilien que j'avais invité parce qu'il est très engagé sur le climat. On a lancé une initiative forte sur l'Amazonie. En faisant quoi? On mobilise 20 millions d'euros pour aider tous les États qui sont en train d'avoir la forêt qui brûle. Parce qu'il n'y a pas qu'au Brésil, hein. Oui. Il y a plusieurs autres États. Le ton avait commencé à monter entre les deux hommes après un commentaire irrespectueux de Jair Bolsonaro sur l'épouse du président français. L'écrivain Paulo Coelho a tenu à présenter ses excuses dans une vidéo sur Twitter. C'est un moment de ténèbres au Brésil. Ça va passer, comme la nuit passe un jour. Mais c'est un moment de ténèbres et je vous demande mes excuses. Pardonnez-moi 1000 fois. Lundi soir, Emmanuel Macron a rencontré près de Biarritz le chef indigène Raoni, figure du combat pour les droits des communautés autochtones. Une bonne discussion selon Raoni. Il a été question notamment de l'initiative du G7 pour l'Amazonie. Raoni est un adversaire déclaré du président brésilien. Le réchauffement climatique et ses conséquences directes aussi en Indonésie. L'île de Java, qui abrite Jakarta, est menacée par la montée des océans. Résultat, les autorités prévoient de localiser bientôt la capitale du côté de Bornéo. Les explications de Laurence Alexandrovitch.
Ce n'est pas le premier pays à déménager sa capitale, mais cette fois il y a une urgence climatique. L'Indonésie va déplacer son centre politique de Jakarta à l'île de Bornéo. Le président Widodo l'a annoncé hier. L'idée trotte dans la tête des dirigeants indonésiens depuis l'indépendance du pays en 1945. Nous ne pouvons pas continuer à faire supporter le poids de Jakarta à l'île de Java. La densité de population, les embouteillages énormes, la pollution de l'air et les problèmes d'eau deviennent de plus en plus lourds et nous devons immédiatement y faire face. La nécessité aujourd'hui est aussi climatique. Jakarta est non seulement surpeuplée mais surtout menacée par la montée des eaux. Certains quartiers sont déjà 4 mètres sous la mer et un tiers de la ville pourrait être englouti d'ici 2050. Le site retenu est situé dans l'est de l'île de Bornéo, entre les villes de Balikpapan et Samarinda, une région tropicale riche d'une grande biodiversité. Les protecteurs de l'environnement s'inquiètent des conséquences désastreuses sur la nature, notamment pour la forêt primaire, menacée par la déforestation et les incendies, et les orang-outans de l'île de Bornéo. Les détracteurs de ce projet craignent que cette solution ne fasse que déplacer les problèmes. Le déménagement dans cette nouvelle capitale, pas encore baptisée, devrait commencer en 2024 et coûter 33 milliards de dollars. Direction la République démocratique du Congo, où la transition politique prend forme après 2 décennies de règne de Joseph Kabila. Un gouvernement issu des dernières élections a enfin été formé après de longs mois de négociations. Maxime Bios du Plan. Enfin, un gouvernement en République démocratique du Congo. La nouvelle était en une de tous les quotidiens ce matin à Kinshasa. Après 7 mois de tractation entre le clan du nouveau président Félix Tshisekedi et celui du sortant Joseph Kabila, une coalition de pas moins de 66 membres a été mise sur pied. Après une transition politique sans violence, c'est l'heure de se mettre vraiment au travail pour ce premier gouvernement post-Kabila. Les défis sont vraiment énormes et on l'entend dès ce lundi 2 septembre sur la rentrée scolaire, la gratuité de l'enseignement primaire. Voilà le premier grand défi. Les proches de Joseph Kabila s'en sortent bien, même très bien, avec les portefeuilles de la justice, des finances et de la défense. Le gouvernement compte 17% de femmes, dont une vice-première ministre chargée du plan et une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, membre du parti présidentiel. Toujours pas de sortie de crise en Italie, où les négociations patinent entre le mouvement 5 étoiles et le centre-gauche. Après l'explosion de la coalition qui liait le parti populiste à l'extrême droite, les formations poursuivent les discussions, notamment autour du sort du Premier ministre Giuseppe Conte. Stéphanie Morbois. La recomposition politique semblait en bonne voie en Italie, mais le mouvement 5 étoiles a suspendu les pourparlers avec le Parti démocrate mardi matin. Le parti de Luigi Di Maio fait désormais monter les enchères pour former une nouvelle majorité avec le Parti démocrate de Nicola Zingaretti. Il exige une condition, que soit reconduit le Premier ministre sortant Giuseppe Conte. Des pourparlers sont en cours depuis lundi entre les deux formations. Une nouvelle majorité remplacerait la coalition dynamitée le 8 août par Matteo Salvini, le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite, au motif qu'il n'arrivait pas à gouverner avec le parti anti-système des 5 étoiles. Selon les médias, le chef du Parti démocrate Zingaretti ne pose plus de veto au maintien du chef du gouvernement démissionnaire. Il exige toutefois en retour des garanties sur la composition du gouvernement. Le Parti démocrate considère que si Conte, proche du mouvement 5 étoiles, est reconduit, il doit uniquement être accompagné d'un vice-premier ministre issu de ce même parti. La Ligue de Matteo Salvini semble désormais reconnaître sa défaite après s'être retiré du gouvernement italien. Le parti d'extrême droite comptait sur de nouvelles alliances, mais il a fini par s'isoler sur la scène politique intérieure et internationale.
Giuseppe Conte l'a réitéré lors du G7 à Biarritz, son aventure politique aux côtés de la Ligue est terminée. En Europe, le front souverain et eurosceptique dirigé par Matteo Salvini n'a pas réussi à réunir le consensus nécessaire pour créer une coalition significative capable d'influencer l'agenda politique à Bruxelles. Après l'idylle entre Trump et Salvini, les États-Unis ont progressivement pris leur distance avec le leader de la Ligue. Washington n'a pas apprécié l'accord entre l'Italie et la Chine sur l'initiative Belt and Road et le rapprochement progressif de Matteo Salvini avec la Russie de Vladimir Poutine. Dans l'hypothèse d'une alliance entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate pour une nouvelle majorité et un nouveau gouvernement, Giuseppe Conte apparaît comme le véritable vainqueur de la crise gouvernementale déclenchée par Salvini. À Biarritz, beaucoup ont dit apprécier le Premier ministre, de Macron à Merkel jusqu'à Donald Trump, qui a accordé à Giuseppe Conte un entretien de 10 minutes. Reste à voir comment le Premier ministre démissionnaire pourrait tirer parti de cette situation. Au niveau national, un nouveau gouvernement dirigé par Conte est au cœur des négociations entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, mais reste l'option de Bruxelles, car le nom de Conte figure toujours parmi les candidats au poste de commissaire européen. À tout juste 2 mois du Brexit, l'opposition britannique resserre les rangs pour éviter une sortie brutale de l'Union européenne. Le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, n'écarte pas le scénario d'une motion de censure pour mettre un frein aux agissements du Premier ministre Boris Johnson. Jeremy Corbyn cherche à convaincre l'opposition britannique de se rassembler autour de lui pour bloquer un Brexit sans accord. Le leader travailliste veut des élections anticipées et prendre la tête d'un gouvernement intérimaire pour pousser un second référendum. Les responsables des partis britanniques europhiles se disent d'accord pour agir ensemble et dans l'urgence contre le scénario d'un no deal. Jo Swinson est la chef des libéraux démocrates. Nous nous concentrons beaucoup sur les options législatives visant à repousser l'échéance de l'article 50. Il y aura d'autres réunions dans les 48 heures à venir. Nous allons examiner différents scénarios et les étudier en détail. Mais cette approche législative est celle qui permettra de trouver un consensus et un accord. La responsable des libéraux démocrates ajoute cependant que Jeremy Corbyn ne fait pas consensus et qu'il n'est pas en mesure de réunir une majorité pour gouverner. Un nouveau cosmonaute a rejoint la Station spatiale internationale. Un passager un peu particulier puisqu'il s'agit d'un robot du gabarit d'un humain. Fyodor, c'est son nom, passera ainsi une dizaine de jours à bord pour réaliser des opérations. Sandrine Delorme. La deuxième tentative a été la bonne. Le vaisseau spatial Soyouz transportant le premier robot humanoïde russe, Fyodor, s'est arrimé avec succès à la Station spatiale internationale. Je m'excuse du retard, j'étais dans les bouchons, je suis prêt à continuer le travail, a déclaré le robot dans un message sur son compte Twitter. Capable d'imiter les mouvements humains, Fyodor aura pour fonction d'aider les cosmonautes de l'ISS à réaliser leurs tâches, sans pouvoir toutefois se déplacer librement dans la station. Fyodor, acronyme de Final Experimental Demonstration Object Research, est un robot au corps anthropomorphe argenté qui mesure 1,80 m de haut et pèse 160 kg. Il est le premier engin de ce type envoyé dans l'espace par la Russie. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. D'ici là, très bonne soirée sur Euronews.